Ça, c'est pas des mauvaises herbes, c'est ce qu'on appelle des plantes adventices. Alors quand on est un peu réac, on dit que ça fait sale. Quand on est botaniste, comme Philippe Ferrard par exemple, on vient sur le plateau de Télé Nantes et on en parle. C'était en avril dernier sur Télé Nantes. Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h à savoir avec Denis Vanier. Bonsoir Denis. Bonsoir Cécile. Alors au sommaire, cette semaine, de bonnes mauvaises herbes, on va le dire comme ça. On aura aussi la vérité sur les inégalités, de bonnes raisons de découvrir la Logne. Mais on va commencer par une expo qui avait fait sensation sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris et qui vient à Nantes. C'est une exposition qui s'appelle Hyper Nature, une série de photos d'animaux prises en macroscopie, de très près, donc généralement sur des petits animaux, des batraciens notamment, avec une technique particulière qu'on appelle l'hyperfocus. Exemple en image, tout de suite, vous allez voir... ça marche pas. Voilà, Si. à gauche, une photo classique avec une profondeur de champ assez faible, donc c'est pas net partout. Ouais. Et à droite, l'hyperfocus qui consiste à associer plusieurs images les unes aux autres et avoir un sujet comme ça net partout, ce qui donne une impression de réalisme en fait qui a impressionné tous les visiteurs autour du Jardin du Luxembourg à Paris. Donc ce sera à la librairie Durance à partir du 9 avril jusqu'au 30 avril. Et pour l'anecdote, c'est le cabinet Biotope qui organise cette exposition, qui a soutenu ce photographe, la société Biotope, qui a notamment réalisé les expertises environnementales à Notre-Dame-des-Landes. Vous allez nous parler maintenant, Denis, d'un pharmacien qui est absolument passionné de botanique et qui va parcourir à pied 900 km entre Chambéry et Nantes. Il s'appelle Yves Iger, c'est un breton d'origine, on m'a dit tout à l'heure. Il a été pharmacien dans la région, c'est un pharmacien, mais aussi herboriste, il est passionné de botanique, et donc il va parcourir ces 900 km, on le voit à l'écran, en récoltant des plantes le long du chemin pour constituer un herbier. Et cet herbier, il le donnera au Jardin des Plantes, il arrivera début juillet, le 3 juillet précisément, à 16h. Il offrira donc son herbier à Romaric Perrochot. Qu'on connaît bien. Allez, maintenant, on passe à toute autre chose, avec plein de bonnes raisons d'aller se balader du côté de Machecou pour découvrir, entre autres, une belle rivière. La rivière de la Logne, par exemple, qui se jette dans le lac de Grandlieu. On peut visiter aussi, pas très loin, la maison de l'eau et des paysages à Corcouët, sur Logne, précisément. Elle est gérée par une association qui organise notamment des conférences et des visites sur le terrain. La prochaine, c'est le 11 avril, un samedi à 10h30 à la ferme Saint-Hubert à Machecou, pour tout savoir sur les haies, notamment quelles espèces on trouve dans les haies, à quoi elles servent, comment on les entretient, avec un agriculteur qui expliquera tout ça. Il faut s'inscrire sur le site de la maison de l'eau qu'on a vu apparaître à l'écran, comptez à peu près 5 € de participation. Ça va, c'est à peu près abordable. Allez, on passe à une question, un chercheur, et on se pose cette question importante. La France est-elle si inégalitaire qu'on le pense ? En tout cas, si on la compare aux autres pays, et puis au fait, quels sont les indicateurs économiques qu'on utilise pour mesurer ces inégalités, la réponse, c'est avec Joël Hélier. Il est professeur d'économie à l'Université de Nantes, et c'est un spécialiste notamment de l'économie de la mondialisation et de la macroéconomie des inégalités. Bonjour, je m'appelle Samuel et je voudrais savoir pourquoi il y a autant d'inégalités sociales en France. Bon, d'abord, la France n'est pas un pays si inégalitaire que ça, comparé en particulier à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis. En fait, l'évolution en France a un profil assez atypique. Au début des années 70, la France était sans doute le pays le plus inégalitaire des grandes économies développées. Et puis les inégalités n'ont cessé de baisser jusqu'à il y a à peu près une dizaine d'années. Elles remontent un peu depuis une dizaine d'années, mais ça reste encore assez faible. Alors ceci peut être dit à partir des trois grands indicateurs d'inégalité que sont soit le coefficient de Gini, soit le rapport interdécile, soit même la part des 1%, des top 1% ou des top 10% dans le revenu. Alors la France reste néanmoins plus inégalitaire que par exemple les pays scandinaves. Le plus grave problème de mon point de vue en France, c'est un problème de mobilité intergénérationnelle. La mobilité intergénérationnelle, c'est la capacité d'un individu de monter dans l'échelle sociale indépendamment de son milieu familial. Or, en France, la mobilité intergénérationnelle est faible. C'est même une des plus faibles des pays développés avec les États-Unis et la Grande-Bretagne. Et surtout, un des problèmes fondamentaux, c'est que cette mobilité intergénérationnelle, elle n'a cessé de diminuer depuis une vingtaine d'années. Si bien qu'aujourd'hui, ce qui détermine fondamentalement la position sociale d'un individu, c'est de plus en plus la position sociale de ses parents.
Alors, ceci pose un double problème. D'abord, un problème d'égalité des chances. Il n'y a plus véritablement d'égalité des chances si on est prédéterminé par son origine sociale. Et puis, plus largement, je dirais un problème de démocratie. Lorsque la position sociale d'un individu est déterminée par sa naissance et non pas par ses capacités ou par son mérite, eh bien, on est dans une société de type aristocratique et plus dans une société véritablement démocratique. Vous pouvez bien évidemment retrouver cet épisode d'une question à un chercheur sur le site de la Web TV de l'Université de Nantes. L'adresse s'inscrit là, www.webtv.univ-nantes.fr. Et c'est le moment d'accueillir votre invité, Denis. Et notre invité cette semaine, c'est Philippe Ferrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes botaniste au Jardin des Plantes de Nantes. Et avec vous, on va parler d'une reconquête. Alors qu'on constate tous depuis des années à Nantes, on voit de plus en plus d'herbes sur les trottoirs. Alors nous, on appelle ça des mauvaises herbes. C'est ces trucs qui poussent un peu partout. Vous appelez ça des plantes adventices. On va essayer de comprendre ce que c'est exactement. Comment on peut expliquer d'ailleurs qu'on voit depuis quelques années davantage de plantes dans les rues, sur les trottoirs comme ça? Alors sur les trottoirs, effectivement, on trouve une recrudescence de plantes dites adventices. Or, c'est lié essentiellement à l'abandon des herbages chimiques sur les trottoirs en particulier, et au pied des arbres aussi. Avant, on y allait à bloc avec des Eh bien oui, effectivement, des pesticides pour nettoyer les trottoirs. Voilà, parce que ça faisait pas propre, voilà, tout simplement. Et pourquoi on appelle ça des mauvaises herbes? Parce qu'elles ont la malchance de pousser à un endroit où on n'a pas envie de les voir, voilà, tout simplement. C'est-à-dire là où on marche concrètement, c'est ça? Là où on marche, oui, parce que ça mouille les chaussures peut-être, ça accroche les petits papiers qui traînent, etc. Ouais. Voilà, donc ce sont des zones de reclus, etc. Alors moi je croyais que, donc c'est très idiot peut-être, que c'est parce qu'elles proliféraient plus facilement que d'autres plantes. Il y a de ça ou pas? Il y a de ça aussi, parce que dans les milieux cultivés, comme dans les milieux trottoirs par exemple, ce sont des milieux souvent qui sont très enrichis, qui sont favorables à certains types de plantes, qui sont capables d'absorber une grande quantité de nutriments. D'accord. C'est pour ça que vous trouvez des pissenlits, par exemple, sur les trottoirs de Nantes. On va voir tout de suite des exemples en images pour bien voir de quoi on parle. Les plantes qu'on va voir en photo tout à l'heure ont été prises ce matin, les images ont été prises ce matin, donc en fait elles sont à un stade de développement. Voilà. Alors ça, c'est sur quelques rues, 2-3 rues, on voit une quantité d'espèces assez impressionnante. Et alors comme pendant des années on n'a plus voulu les voir, ces plantes, on a un peu oublié leur nom. Et malgré tout, quand on les regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a une richesse incroyable et parfois des fleurs assez jolies. Les fleurs qu'on voit, celle-ci par exemple. Là, c'est la ruine de Rome, ou Linéaire cymbalaire, qui est une petite plante de la famille des plantains maintenant, qui a des très jolies fleurs mauves et qui sont retombantes sur les murs, mais qui aussi se trouvent nichées à la base des murs dans la petite fente qui se trouve entre le bitume et le mur. On en voit plein des différentes. Oui, tout à fait. Là, on voit du lierre, mais je sais pas trop quoi. Non, c'est pardon, ce sont des roses trémières, voilà. Qui sont pas encore en fleurs. Exactement, tout à fait. Ouais. Et là, vous avez de la pariétaire, oui, ça c'est une plante qui est proche des orties, qui peut être consommée, mais pas prélevée sur le trottoir. D'accord. Même s'il n'y a plus de pesticides. Même s'il n'y a plus de pesticides, on ne sait jamais. C'est joli, ça. Hop là, j'ai pas vu. Ça a été trop vite. Du plantain. Du plantain lancéolé, apparemment, tout à fait. Et parfois même des arbres. On voit une petite pousse là. Alors je ne sais pas si c'est de l'aulne ou du noisetier, mais en tout cas voilà. Ce serait plutôt genre aulne éventuellement, ou du saule aussi. Il y a des peupliers. Tous ces arbres dont les graines sont ailées viennent coloniser justement l'espace urbain, et en particulier les petites fentes, les interstices sur les rues. Et alors donc du plantain, des pissenlits, on s'imagine effectivement ça peut pousser dans les fentes du trottoir, mais des arbres, ça veut dire que si on laisse faire un peu trop, finalement on va se laisser envahir très vite. Eh bien, vous allez créer une forêt. C'est tout simplement l'ordre naturel des choses. C'est ce que vous laissez, vous n'entretenez pas un endroit, peu à peu, cet endroit va être colonisé par la vie, et d'abord par les plantes herbacées et très très rapidement par les plantes ligneuses, finalement, dont les arbres. C'est un écosystème autonome qui est en train de se créer là. Oui, vous le constatez ça? Si vous laissez faire, effectivement, la ville sera verte d'elle-même. Et est-ce que c'est le but? Alors le but, c'est qu'il faut que tout le monde puisse vivre dans cet espace, et effectivement, on peut parfois laisser des espaces libres à la nature, si on peut dire, mais en même temps, il faut aussi essayer de réguler pour qu'on puisse vivre dans cette ville-là. On ne peut pas laisser des pousses d'arbres au milieu des routes. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors vous, en tant que botaniste, vous interrogez sur les espèces qui arrivent aujourd'hui en ville. Alors depuis 2007, on a vu de nouvelles espèces apparaître
par exemple, parmi celles qu'on a ici sur ce plateau, est-ce que vous avez vu apparaître certaines d'entre elles récemment ou toutes les plantes qui sont sur le plateau, là, elles étaient déjà présentes en 2007. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que leur fréquence est beaucoup plus importante. Et indépendamment de cela, également, vous avez de nouvelles espèces qu'on peut observer grâce à des études plus poussées, et notamment un certain nombre d'espèces plutôt, comment dirais-je, subtropicales, ou de milieux un peu plus arides. Parce qu'il ne faut pas oublier que la ville, c'est un écosystème urbain particulier dans lequel règne un climat particulier qui est bien plus chaud, plus thermophile, si on peut dire, que la campagne environnante. Notamment au niveau des trottoirs, du goudron. Et il y a de nombreuses plantes qui sont transportées par l'homme, par ses véhicules, par ses chaussures, par ses vêtements, etc., qui parviennent en ville et qui trouvent là un terrain d'accueil extraordinaire. Alors, il y a beaucoup de fleurs comme les renoncules, les pariétaires qu'on a vues qui sont impressionnantes, qu'on voit tout de suite, et d'autres qu'on voit beaucoup moins. C'est des plantes souvent minuscules. Alors celles-ci, elles existent parfois depuis très longtemps, mais on les ignore la plupart du temps parce qu'elles passent inaperçues. On va les voir en images d'ailleurs, on a quelques images de... Voilà. Alors, c'est de la mousse, non? C'est de la mousse, de loin, ça ressemble à la mousse, ça en est peut-être. Et non, là on voit que ça n'en est pas. Ça peut être de la sagine aussi. Donc il y a des petites plantes qui sont toutes petites, qui ressemblent à des mousses, qui sont des sagines. Et apparemment, ce serait bien des sagines, effectivement. D'accord. Alors, il y a des mousses, c'est de la mousse, ouais. Tout à fait. Il y a une chose particulière aussi en ville. Apparemment, on a constaté que certaines plantes rapetissent dans les endroits où elles sont menacées de piétinement. Ça devient des plantes naines, finalement. Mais elles disparaissent pas, mais c'est des plantes naines. Ouais. Alors, c'est-à-dire que là, les plantes, elles ont la forme que leur impose le milieu. C'est-à-dire qu'un pissenlit ou je sais pas, un paturin qui est au pied d'un mur, il va pousser de façon extraordinaire, avoir des grandes feuilles, des grandes tiges, des grandes fleurs. Parce qu'il n'est pas gêné, et puis en plus il y a des nutriments à gogo. Et puis par contre, ce même pissenlit, ce même paturin se trouve au milieu de la chaussée entre les petits pavés. Pour vivre, s'il lève la tête, il se fait écraser. Donc il va ramper vers, se contraindre dans l'espace qui lui est imparti. Pour éviter de les écraser, certaines personnes ont eu la bonne idée de les signaler, de les nommer. Alors, c'est notamment le cas d'artistes que vous connaissez peut-être, qui habitent dans le quartier de Zola, vers Chantenay, la butte Sainte-Anne, ça, et on voit parfois sur les trottoirs des petites inscriptions. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? On va voir des images, d'ailleurs, on avait tourné un reportage il y a quelques mois. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative, de nommer les plantes Moi, je trouve ça très, très intéressant, parce que ça permet à tout et un chacun de découvrir les plantes qui sont peut-être dites banales, mais qui sont dans leur environnement immédiat et qui méritent qu'on se penche sur elles pour découvrir telle petite fleur délicate, etc. Alors, si j'ai bien compris, de revoir proliférer ces pâturins, morels ou autres plantes dans l'espace urbain, bon, ça nous indique que déjà, on a levé le pied sur l'utilisation de pesticides, donc c'est plutôt une très bonne chose et une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a une autre utilité à ce que ces plantes reprennent vie dans la ville ? Est-ce que, par exemple, elles peuvent contribuer à améliorer la qualité de l'air? Est-ce qu'elles embellissent la ville, selon vous? Voilà, toutes ces questions-là. Alors, les plantes, ce sont des organismes vivants, il ne faut pas oublier cela, qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Donc, et en plus, elles fixent tous les éléments qui sont véhiculés par l'eau, donc elles les assimilent, elles les restituent dans l'environnement, elles sont consommées par des animaux, etc. Donc elles contribuent à un certain cycle de la vie. Donc ça, c'est très important, à mon avis. Et donc, si on imagine que ces petites plantes sont les unes à côté des autres, elles finissent par créer des petits couloirs écologiques dans lesquels vont circuler un certain nombre d'animaux, des fourmis, des insectes, enfin tout ce que vous voulez. Les entomologistes commencent à travailler sur les peuplements d'insectes dans les villes où on a abandonné les pesticides. Ça commence on commence à s'intéresser aux insectes des milieux urbains, effectivement. En particulier sur les fourmis. Pardon, non, je vous en prie. Et puis également, il y a des travaux de plus en plus importants sur les abeilles au sens large du terme, pas l'abeille domestique, mais toutes les autres abeilles aussi. Est-ce qu'elles peuvent muter, ces petites plantes qu'on connaît bien, que vous connaissez parfaitement bien? Le fait d'être en ville avec, je ne sais pas, les gaz d'échappement, avec tout ce à quoi elles sont confrontées dans l'espace urbain, les déchets, etc. Est-ce que les plantes peuvent muter? Changer de forme, ça c'est certain, elles s'adaptent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
De là à dire qu'elles vont muter, Non, peut-être, parce que- elles vont être capables d'assimiler des doses de certains nutriments, peut-être, qui vont être capables d'ingérer cela. C'est possible, mais là, je ne pourrais pas vous Mystère. répondre avec... Une ville sans pesticides, on commence à savoir à quoi ça ressemble. Une ville sans voiture, sans gaz d'échappement, sans fuite d'huile, de gasoil, on sait à quoi ça pourrait ressembler. On sait quelles espèces pourraient réapparaître en faisant ça. Les mêmes, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'elles seraient plus omniprésentes, elles seraient moins soumises au piétinement, moins au roulement. Donc ce serait un peu plus vert probablement. Mais tout dépend aussi des traitements des sols. Si vous avez du pavé, c'est pas du tout la même chose que si vous avez un bitume. D'accord. Le pavé laisse plus de place aux plantes. Voilà. bien Le évidemment. bitume, lui, il laisse la place entre dans les petites infractuosités, Ouais, dans les fissures, des choses comme ça. ouais. Voilà. Quand il Mais à s'allume. terme, de toute façon, on revient au même. C'est une Ouais. question de temps. Le temps que le bitume se dégrade. Pour reconnaître toutes les plantes dont on a parlé et qu'on a vues, il y a très peu d'ouvrages, mais il y en a un auquel je crois que vous avez participé. Un petit peu au Jardin botanique. Un petit Nous peu avons au Jardin participé botanique, à ce- ouais. Ça s'appelle Sauvage de Maru, qui est une initiative notamment du Montrez-le Muséum, plutôt devant vous, du Denis. Muséum Voilà, je national pense. d'histoire naturelle. Et dans lequel on retrouve la plupart des plantes qu'on trouve sur Nantes. Si on veut un livre un peu plus précis, un peu plus complet, parce qu'il y a quand même beaucoup de lacunes dans celui-ci, il y a les fameux guides Delachaux et Niestlé. Celui-ci est un des plus complets, qui concerne surtout les fleurs, un peu les graminées aussi. Voilà, et un site, donc, Sauvage de Maru, qui propose notamment une application pour smartphone, à la fois iOS et Android, qu'on va voir, et qui permet de recenser toutes les plantes qu'on trouve dans sa rue pour essayer d'identifier un petit écosystème à l'échelle d'une rue. Alors ça marche beaucoup, surtout en région PACA, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'utilisent dans le nord de la France. Et on peut vous retrouver, je crois, au Jardin des Plantes, pardon. Vous animez des cours Oui, tout à fait. Avec Romaric, hein, qu'on Avec connaît bien. Romaric, le samedi matin, effectivement. Ouais. et on peut s'inscrire librement. Voilà, si vous vous intéressez à la botanique, si vous aimez les plantes, Pas besoin d'être effectivement. On peut être un néophyte. Néophyte, tout à fait. Ouais, Voilà. et puis on y Peu à vient. peu, alors. on acquiert les connaissances suffisantes pour... D'accord. C'est Essayer payant, de mais c'est relativement modeste, c'est je crois 190 € pour les gens qui travaillent. Par Par contre, raison, il y a moins une, pour il y a les- une régularité de cours. Hein. Voilà, C'est pas du one shot, on n'y va pas qu'une fois. Non, c'est pas... C'est tous C'est les pas 15 l'auberge jours. espagnole. Voilà. hein, Et on vous y retrouve, voilà, pour tout apprendre de la botanique. Merci beaucoup d'être Merci. venu nous rendre visite Merci. avec toutes ces jolies plantes. On les regardera différemment dans la rue maintenant. Merci à vous, Denis. À bientôt.